Bienvenue dans le Captain Philo Show. Imaginez que depuis tout petit, votre entourage, vos professeurs, les chaînes d'infos répètent sans cesse en continu la même chose. Que la Terre est plate et portée par une tortue. Seriez-vous capable d'en douter? De juger que ce discours est absurde? En réalité, non, pas du tout. Car nous percevons le monde en fonction de notre éducation, de ce qu'on nous a transmis depuis notre enfance. Il serait normal alors que vous pensiez que ce qu'ils disent est vrai sans la moindre hésitation, le moindre doute. Vous leur avez toujours fait confiance? Il serait absurde alors de remettre en question tout leur discours. C'est dans cette situation que se trouve Truman. Il ne se pose jamais de questions, il n'interroge pas le monde dans lequel il vit. Tout, selon lui, va de soi, et pourquoi en serait-il autrement? Le monde qu'on lui propose est un monde parfait. Il vit sur une île de rêve paradisiaque, l'île de Sea Haven. Depuis l'île de Sea Haven. Je vais prendre ça pour ma femme. Elle est folle de la mode. Ah, d'accord, c'est tout pour aujourd'hui? C'est tout le touti, Merle. À plus. Bonjour. Hank, bonjour Truman. Bonjour Truman. Bonjour Truman. Tiens, salut, ça gaze? On le voit, sur Sea Haven, il n'y a personne qui montre sa souffrance, tout le monde sourit, même votre voisin est un chic type. Ce qui n'arrive jamais dans la réalité. Salut voisin! Truman a donc la chance de vivre dans un monde merveilleux, où il possède ce que tout homme aimerait avoir pour être heureux. Un travail, une femme aimante, une amitié forte qui dure depuis plus de 20 ans. Mais malheureusement, les choses sont trop belles pour être vraies. Tout cela est faux. Truman pense avoir une vie comme vous et moi, être libre de ses choix. Mais il est à son insu le personnage principal d'une télé-réalité monumentale dans laquelle toutes les personnes qui l'entourent ne sont que des acteurs. Par exemple, sa femme, son meilleur ami, Ça, c'est de la bière. ses parents ne font que jouer un rôle. Tous les sentiments, toutes les marques d'affection qu'il lui montre ne sont qu'illusoires. Ces personnes ne font que lire le scénario qu'on a écrit pour eux. Même le monde qu'il perçoit n'est qu'une apparence. Le ciel, les étoiles ne sont que des images transmises par des projecteurs, des lumières artificielles. La lune est tout aussi fausse que le reste. C'est même l'endroit où le spectacle est orchestré. Sans perdre un instant, rendons-nous en direct dans la régie lunaire située au 221e niveau de l'écosphère. Cette situation de Truman, qui est prisonnier d'un show qu'il n'a pas voulu, renvoie à la situation des prisonniers dans la caverne de Platon. Platon imagine une caverne sombre dans laquelle se trouvent des hommes enchaînés à un muret. Ces prisonniers ne voient devant eux que des ombres transmises par un feu au-dessus d'eux. Le problème, c'est que les prisonniers ne se doutent pas que les images projetées sur le mur ne sont que des images. Ils s'imaginent qu'elles sont réelles. Ils confondent alors la réalité avec l'apparence. Attention, ceci est une allégorie, une image. Il ne s'agit pas vraiment d'une caverne et de véritables prisonniers. Alors finalement, qui sont ces prisonniers? Et que représente cette caverne? En réalité, les prisonniers, c'est nous, les hommes, les êtres humains. Et la caverne, c'est la société dans laquelle on vit. Mais de quoi suis-je prisonnier? De quoi sont prisonniers tous les hommes? Nous sommes prisonniers avant tout de notre corps. Nous sommes pour Platon trop attachés, trop enchaînés à notre perception sensible. Nous imaginons que nos sens nous donnent accès à la réalité. Mais cette vision est trop naïve pour Platon. C'est ce que l'on peut voir avec l'exemple des illusions d'optique, où on prend pour réel ce qui n'existe pas. Je vois par exemple que le bâton dans l'eau est brisé, alors que ce n'est pas le cas. Comme Truman pense voir des étoiles alors qu'il n'en est rien. Je vois par exemple que Captain Philo est super costaud. Mais alors, pourquoi ne peut-il pas soulever plus de 20 kilos au développé couché? Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Pourtant, au lieu de nous interroger, nous faisons comme si tout allait de soi, sans rien remettre en question. Nous voyons, percevons donc des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Ce ne sont que des apparences. Pourtant, nous sommes convaincus que nous avons affaire à la réalité et à rien d'autre. Nous sommes donc enchaînés à notre perception sensible. Mais il y a une deuxième chaîne qui nous éloigne de la vérité,
c'est celle de nos opinions. Attention, l'opinion ici, c'est une croyance. Ce n'est pas un simple avis personnel. On va tenir quelque chose pour vrai sans l'avoir examiné, démontré. L'opinion est alors ici synonyme de préjugé. On juge avant toute forme de réflexion. Mais d'où vient cette opinion? D'où viennent nos préjugés? Ils viennent de la société dans laquelle on vit, de notre éducation, de nos parents, qui nous ont dit que le Père Noël existait, qu'il était mal de mentir, mais aussi des médias peu scrupuleux qui nous répètent inlassablement que l'argent fait le bonheur. Nos préjugés viennent aussi des professeurs malhonnêtes, comme par exemple l'institutrice de Truman qui lui ment en lui disant que tout a déjà été exploré. Je veux être explorateur, comme le grand Magellan. C'est trop tard, il n'y a plus rien à explorer. Mais on peut également trouver ce genre de professeur dans le monde réel, avec par exemple Forisson, qui a nié le génocide des Juifs. Platon nous montre que nous devons donc faire attention à nos opinions, que nous devons prendre conscience que nous sommes tous finalement comme Truman, prisonniers de nos opinions, et que cela peut être dangereux. On m'a dit que la Terre est ronde, qu'elle tournait, mais ce n'est qu'une opinion. Mon affirmation n'a pas plus de valeur que celui qui dit que la Terre est plate et portée par une tortue. Nous n'avons pas, à part si nous aimons l'astronomie, prouvé, démontré qu'elle tournait. Donc attention à ne pas prendre pour vrai tout ce qu'on nous dit. Nous devons prendre du recul, de la distance par rapport à tout ça, pour ne pas être séduit par les discours trop dangereux, comme celui par exemple de Forisson. Attention donc, il faut, pour sortir de la caverne, commencer à douter. Oui, mais il nous est difficile de douter de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a transmis depuis notre enfance. Nous avons beaucoup de mal à nous défaire de nos préjugés, car depuis tout petit, on est habitué à entendre le même discours, et il est plus confortable pour nous de penser qu'il est vrai. Et oui, depuis tout petit, on m'a dit que la Terre était portée par une tortue, et moi j'y crois, et ce sera pas autrement. On tient donc à son opinion comme un chien tient à son os. Il est très dur de s'en défaire. Le monde de la caverne, c'est donc le monde de la croyance, de l'apparence. Et le grand problème, c'est que nous confondons tout. La vérité avec l'opinion, la réalité avec l'apparence. Mais finalement, pourquoi en serait-il autrement? Nous acceptons la réalité dans laquelle nous vivons, car nous y sommes habitués, et qu'il est plus confortable de l'accepter plutôt que de tout remettre en question. Truman est habitué à ce monde dans lequel il a toujours vécu, alors pourquoi douterait-il de son existence? Imaginez-vous un peu, à la place de Truman. Il serait fou, pour vous, de remettre en question toute la vie que vous avez eue depuis 30 ans. On peut se demander alors si Truman peut encore se libérer de ses chaînes, s'il peut encore sortir de la caverne. Cela semble très compliqué, d'autant plus qu'il reste encore à parler du personnage le plus important du Truman Show, celui sans lequel il n'y aurait rien eu, celui grâce auquel le show must go on, celui qu'on appelle l'architecte, et qui va régir la vie de Truman dans ses moindres détails de A à Z. C'est lui qui décide qui Truman devra aimer, quel travail il devra effectuer, quel meilleur ami il devra avoir. Cet architecte, qui s'appelle Christophe, renvoie aux marionnettistes présents dans la caverne. Les marionnettistes possèdent des connaissances, ils se sont libérés de leur chaîne, mais ils n'ont pas voulu sortir de la caverne pour aller vers le savoir, la vérité. Au contraire, ils ont préféré y rester, car ce qu'ils cherchent pour Platon, ce n'est pas le savoir, mais le pouvoir. Ils utilisent leurs connaissances pour renforcer, créer de nouvelles illusions. Ils nous rajoutent des chaînes qui nous rattachent à la caverne, et là, on n'est pas prêt d'en sortir. Ces marionnettistes, Platon les appelle des sophistes. Et pour créer leurs illusions, ils vont utiliser le langage et une technique bien précise, la rhétorique. L'art de flatter par de beaux discours. Les sophistes nous trompent. Leur discours flatteur ne sert qu'à asseoir leur position de force, à satisfaire leur intérêt personnel. C'est ce que l'on voit avec Christophe, qui prétend avoir donné un monde de rêve pour Truman, un monde idéal, un monde merveilleux, qui n'a rien à voir avec le nôtre, qui est au contraire gris, maussade, où la souffrance est partout. Il suffit de regarder les infos pour s'en rendre compte. Grâce à moi, Truman a eu la chance de grandir dans un monde de rêve. C'est votre monde, celui dans lequel vous vivez, qui est anormal. Sea Heaven, c'est le monde tel qu'il devrait être. Comme le montre Christophe, l'expérience du Truman Show serait alors une expérience positive pour Truman et les spectateurs. Expérience finalement très positive. Oui, pour Truman et pour son public. Mais en réalité, cette expérience est positive pour qui? Pas pour Truman, car il est empêché depuis le début de vivre son rêve
être explorateur. Il a même vu son père mourir devant ses yeux quand il avait 8 ans, ce qui a permis de créer chez Truman un traumatisme n'ayant qu'un seul but, l'empêcher de prendre la mer. Voir son père mourir à 8 ans, il y a mieux comme monde de rêve, comme expérience positive. Que nous dit encore Christophe pour justifier l'emprisonnement de Truman? Il peut partir à tout moment, à condition que cela réponde à autre chose qu'une vague ambition, bien sûr. Il faudrait qu'il soit absolument déterminé à découvrir la vérité. Alors rien ne pourrait l'en empêcher. Si on réfléchit un peu, on se rend compte que cet argument n'est pas du tout valable, car Christophe a tout fait pour empêcher Truman de quitter Sea Haven. Il a provoqué un deuil artificiel, il a fait en sorte que ses amis, professeurs, parents lui mentent sans cesse, il est même allé jusqu'à mettre des photos d'avions foudroyés dans une agence de voyage. On voit que, contrairement à ce qu'il dit, l'expérience n'est pas positive pour Truman, c'est même un cauchemar. Mais qu'en est-il du spectateur? La diffusion du show est-elle positive pour eux? Eh ben non, absolument pas. Les spectateurs sont abrutis par cette émission. Ils en oublient par exemple de prendre soin de leur enfant, de discuter avec leurs amis, de prendre le temps de prendre leur bain tranquillement. Ils vivent donc, ces spectateurs, un bonheur par procuration qui n'a rien de réel. Ils sont prisonniers de cette émission. Ils ne peuvent pas en décrocher. Ils sont semblables à un junkie qui a besoin de sa drogue, et vu que le show est diffusé en continu 24 heures sur 24, on voit mal comment ils pourraient décrocher de cette addiction. Leur drogue leur est diffusée en continu. On voit alors que le discours de Christophe est mensonger. L'expérience est en réalité positive, oui, mais pour une seule personne, lui-même. C'est lui qui s'amuse avec son joujou, qui lui rapporte bien sûr beaucoup d'argent. Et il est hors de question pour lui de s'en défaire. Il va donc inventer au fur et à mesure de l'histoire des illusions, des mensonges pour garder le contrôle sur Truman et sa position de force. Comment alors sauver Truman? Le peut-il par lui-même? Peut-il sortir de la caverne dans laquelle il est emprisonné? Deux facteurs déclencheurs sont nécessaires pour arriver à se délivrer de ses opinions, que ce soit pour Truman ou pour n'importe quel être humain. Le premier, c'est l'étonnement, qui comme un électrochoc nous déstabilise, nous tombe dessus de manière brutale, ce qui va nous pousser à prendre du recul, à douter de ce que l'on pense être vrai. C'est par exemple ce qui se passe au tout début du film, lorsque Truman revoit son père alors qu'il devait être mort il y a de cela 20 ans. L'étonnement mène au doute, un doute libérateur qui nous conduit droit à la critique, à la réflexion. L'étonnement, c'est l'inattendu. Et l'inattendu pose problème. Et quand il y a problème, on recherche forcément une solution. Truman commence alors à devenir petit à petit philosophe. Car comme le dit Aristote, c'est l'étonnement qui poussa les hommes aux spéculations philosophiques. Et c'est l'étonnement qui pousse Truman à remettre en question le monde parfait dans lequel il vit. Truman s'étonne de revoir son père, de voir un projecteur tomber du ciel et de voir la pluie tomber sur lui et pas à côté. Truman va commencer à interroger ce monde qui n'avait aucun défaut. Les comportements habituels, automatiques de Truman deviennent grippés. Il va devoir commencer à douter et à réfléchir. Peut-être que finalement mon voisin n'est pas un chic type. L'étonnement va donc aider Truman, mais il n'est pas encore suffisant pour le libérer. Il faut encore un deuxième facteur déclencheur, et ce déclencheur, ce sera l'amour. Un amour sincère, et non l'amour illusoire de sa femme, ou l'amitié en carton de son soi-disant meilleur ami qui lui ment en permanence. Cet amour véritable, c'est Sylvia qui va lui donner. Sylvia que Truman n'a jamais oublié, puisqu'il essaie de recomposer son visage pour ne pas qu'il sombre dans les confins de sa mémoire. Sylvia a de l'importance pour Truman, et on comprend pourquoi, car en plus d'être très jolie, c'est surtout la seule personne parmi tous les comédiens du Truman Show à avoir essayé de révéler la vérité à Truman. Ça y est. Truman. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vite, écoute-moi. Le monde entier sait ce que tu fais. Tout le monde sait tout sur toi. Ce sont des simulateurs, Truman. Tu comprends? Ils jouent la comédie en permanence. Lorraine. Non, je m'appelle pas Lorraine. Je m'appelle Sylvia. Sylvia. Sylvia? Oui. Lorraine, chérie, tu recommences. Eh, non, s'il vous plaît, qui êtes-vous? Je suis son père. Quoi?
Je n'ai jamais vu cet homme Allez, de ma viens, vie. mais on faisait rien de mal. Rentrons. Il ment. Je t'en prie. Truman, Allez. je t'en supplie, ne Rentrons à la l'écoute maison. pas. Non, Tout ce non, que je te attendez, dis viens. est vrai, je te le jure. Viens. Regarde, tout est faux. C'est un décor. C'est pour toi, c'est uniquement c'est que pour toi. cette histoire? Le ciel, Quoi, la mer, calme-toi, tout, chérie. tout est faux. Qu'est-ce que tu C'est un dis? décor. Je t'en prie, on Tout va le te monde soigner. te regarde. Je t'en supplie, Alors, ne Lorraine. l'écoute pas. Ne le crois pas, il va te mentir. Fais Bon. attention. J'aimerais bien avoir une explication. Qu'est-ce que ça signifie? Elle a des crises. Quoi? On a tout essayé. L'hypnose, la psychothérapie, les électrochocs. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres se sont laissés prendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est déjà arrivé. Les amener tous sur cette plage. Qu'est-ce qu'il raconte? Il ment. Mais au moment où Sylvia va lui dévoiler le poteau rose, elle est immédiatement embarquée par la sécurité, par son faux père qui prétend qu'elle délire, qu'elle est folle. Sylvia est ici semblable au philosophe qui libère les prisonniers. Car le philosophe, c'est avant tout celui qui est sorti de la caverne, celui qui a eu accès à la vérité. Mais ce qui fait toute la force du philosophe, son courage, c'est qu'il a décidé de retourner dans la caverne pour délivrer les hommes de leurs opinions, de leurs chaînes. Le philosophe aime la vérité, et cet amour, il veut le partager. Il n'accepte pas que les hommes restent et soient prisonniers de leur ignorance. Mais vu qu'il s'oppose au discours habituel, à toutes nos croyances, le philosophe va être rejeté. Tout le monde va le considérer comme un fou, comme celui qui a perdu la raison, alors que c'est tout le contraire. Le philosophe est bien celui qui est du côté de la raison, de la vérité. C'est lui qui va chercher à démontrer, à prouver les choses à l'aide d'arguments logiques et rationnels. On inverse les rôles, car c'est plus confortable pour les prisonniers de continuer à croire que la réalité se réduit aux images qu'ils perçoivent et aux opinions qu'ils ont. Si le philosophe semble fou, c'est que son discours dérange. Ce n'est pas celui qu'on a l'habitude d'entendre, mais pourtant, c'est bien son discours qui nous conduit vers la vérité. Non pas des vérités qui chantent à nos oreilles, qui nous flattent et qui sont trop agréables. Attention ici, les sophistes ne sont pas loin. Non, le philosophe nous donne plutôt accès à des vérités qui ébranlent, qui créent l'étonnement et qui invitent les hommes à la réflexion. Le philosophe dit des vérités qui vont déplaire, mais qui vont en même temps nous libérer de nos préjugés. Sylvia dérange le show. Elle doit donc disparaître, être enfermée dans un hôpital psychiatrique pour que sa parole soit muselée, éteinte, pour qu'elle ne puisse plus apporter sa lumière à Truman et l'éclairer de son savoir. Mais cet amour était si fort, si intense, que Truman ne s'est plus laissé tromper. L'étonnement qui l'a ébranlé au début et en a fait une force pour affronter toutes les personnes qui lui ont barré la route vers la vérité. Et c'est bien l'amour qui libère Truman et qui va lui permettre d'escalader le chemin tortueux de la caverne pour voir la vérité de ses propres yeux. Truman va alors pouvoir affronter la lumière, celle de la réalité, qui peut au début nous brûler les yeux, mais qui au fur et à mesure qu'on s'y habitue, pourra nous rendre plus sages et moins ignorants. Soyons tous alors comme Truman tout au long du film, et essayons de nous étonner, de questionner le monde qui nous entoure pour nous libérer des préjugés dans lesquels nous sommes tous prisonniers. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Captain Philo.